Bien, on est parti. Alors, on termine aujourd'hui, si tout va bien, les dirigeants. Une petite observation, bon, bravo à ceux qui ont terminé, mais c'est pas vous, bravo aux anciens étudiants qui ont terminé leur parcours CRFPA, voilà, c'est ce qui vous attend bientôt. Voilà, je lisais un tweet tout à l'heure d'une étudiante qui disait « Fini les notes de synthèse sur les drones dans je ne sais plus quel pays et le droit des obligations. Sur les drones, peut-être que c'est fini, sur le droit des obligations. Ça me semble plus délicat voilà, d'échapper au droit des obligations, sauf si on ne fait jamais de droit des contrats et jamais de droit de la responsabilité. Mais bon, voilà, écoutez, bravo. Autre point d'intérêt général, on avait ce matin un petit déjeuner passionnant à l'IRJS, vous savez, c'est le centre de recherche en droit privé ici, et donc on présentait avec François-Xavier Lucas et Philippe Dupichot un certain nombre d'aspects de la loi Pacte, et on regardait l'article 64 du projet de loi Pacte, qui est intéressant parce que c'est un texte qui autorise le gouvernement à prendre des ordonnances pour mettre le droit des procédures collectives que vous ferez l'année prochaine en conformité avec une directive, mais une directive qui n'est pas encore adoptée. Donc on a une habilitation qui est donnée, c'est intéressant du point de vue source du droit, habilitation qui est donnée à mettre le droit français en conformité avec le droit de l'Union européenne sans précision. Donc on comprend que c'est pour se mettre en conformité avec cette directive, mais c'est quand même assez étonnant d'habiliter à mettre le droit en conformité avec une directive qui n'existe pas encore. Il semble que le Conseil constitutionnel valide cette méthode, mais voilà, c'est un peu curieux. Alors, on s'était quitté hier, on parlait de responsabilité civile des dirigeants. On est dans la section 4, obligations et responsabilités, paragraphe 2, la responsabilité, grand A, la responsabilité civile. On a évoqué la responsabilité civile à l'égard de la société. On va s'interroger sur la responsabilité à l'égard des associés. On avait parlé de l'action exercée ut singuli, donc ça c'était l'action sociale des associés. Si les dirigeants sont négligents ou simplement ne veulent pas agir contre eux-mêmes, des associés peuvent mettre en œuvre, mais parce que des textes spéciaux les y autorisent, des associés peuvent mettre en œuvre eh bien, l'action de la société. Là, on parle maintenant d'autre chose. On parle de la responsabilité à l'égard des associés. Ça veut dire que je suis associé, je me plains du fait que le dirigeant m'a causé un préjudice. M'a causé un préjudice, mais là où il est important de comprendre que vous avez un principe général en droit de la responsabilité qui est que vous pouvez toujours obtenir réparation de votre préjudice. Mais la jurisprudence utilise quelques filtres pour éviter qu'il y ait des actions à exercer dans tous les sens. Et en matière de préjudice des associés, la jurisprudence utilise un filtre qui est le suivant, c'est que vous ne pouvez agir en responsabilité contre le dirigeant que si vous pouvez prouver un préjudice personnel. Ajoutons un préjudice personnel qui se distingue de celui de la société. Même s'il y a cette règle importante qui est que vous avez toujours le droit de demander réparation de votre préjudice, la jurisprudence considère parfois que oui, vous avez un préjudice, mais il est trop indirect, il est trop média, pour utiliser avec un T au bout, pour utiliser un terme qu'on n'utilise pas souvent, il est trop intermédié d'une certaine manière, c'est-à-dire que, je prends l'exemple suivant, vous êtes associé d'une société qui a des immeubles. Vous avez un dirigeant qui est chargé d'aller chercher tous les mois les loyers auprès des locataires qui sont dans les immeubles en question. Vous espérez que le dirigeant va être diligent pour aller chercher ses loyers. Il ne l'est pas. Il laisse des loyers se prescrire, donc il fait perdre de l'argent à la société. En tant qu'associé, vous avez un préjudice, parce que quand on va faire l'assemblée annuelle
sur l'exercice 2018, on va dire, bon, on a combien de bénéfices à se partager? Une fois on a recouvré 1 million d'euros de loyer, on a beaucoup d'immeubles, une fois qu'on a déduit les charges de tout ça, il nous reste quoi? Il nous reste 200 000 euros de bénéfices distribuables. Mais là, quelqu'un va dire, oui, mais si le gérant Dondero avait été plus diligent, il aurait pu récupérer un certain nombre de loyers en plus qu'il n'a pas récupéré. Et le résultat, c'est qu'on aurait eu peut-être 400 000 euros de plus. Tous les loyers n'étaient pas recouvrables parce qu'il y avait des locataires qui étaient insolvables dans le tas, mais il aurait récupéré au moins 400 000 euros de loyer en plus, et ça aurait fait du coup un bénéfice de 600 000 euros à se partager entre vous, les associés. Donc on peut dire que vous avez un préjudice, dans votre poche collective, vous avez 400 000 euros de moins parce que je suis un dirigeant négligent. Mais ça, c'est vraiment le préjudice pour lequel la jurisprudence considère que vous n'avez pas la possibilité d'agir directement contre moi. Pourquoi? Parce que la jurisprudence considère que c'est un préjudice qui est causé avant tout à la société, et donc votre préjudice n'est que finalement, autre terme qu'on voit passer dans la jurisprudence quand elle parle de ces questions, votre préjudice n'est que le corollaire de celui de la société, c'est la conséquence du préjudice de la société. Mais la victime de ma négligence, c'est avant tout la société. Donc la société peut agir en responsabilité contre moi par le biais d'un autre gérant ou par l'action sociale exercée ut singuli, mais si vous agissez contre moi directement pour me demander réparation de 1% du manque à gagner de la société, la réponse des tribunaux va être que vous n'avez pas le droit d'agir, ou vous n'avez pas, alors est-ce qu'on va dire que vous n'avez pas un intérêt suffisant à agir, ou que seule la société a qualité à agir? En tous les cas, on va considérer que votre action n'est pas recevable. Vous ne faites pas partie des personnes qui peuvent agir en responsabilité dans la situation où votre préjudice n'est que indirectement lié au préjudice votre préjudice plutôt n'est que la conséquence du préjudice de la société. Mais si en revanche, vous arrivez à démontrer, alors il y a des arrêts, par exemple, c'est un arrêt de la Chambre commerciale du 15 janvier 2002 qui donne cette solution, mais si vous arrivez à démontrer que vous avez un préjudice qui vous est propre, qui ne découle pas du préjudice de la société, là, il vous est possible d'agir directement en responsabilité. Vous vous rappelez de ce qu'on disait hier sur le devoir de loyauté du dirigeant. Vous voulez vendre vos actions? Moi, je les achète, si vous voulez, un bon prix. Sauf que je ne vous dis pas derrière que j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui me les achète beaucoup plus cher. Bon, ben là, typiquement, il n'y a pas de problème sur votre préjudice qui est un préjudice propre, qui ne se confond pas avec le préjudice de la société. Mais dès lors que vous reprocherez aux dirigeants une mauvaise gestion, ça veut dire que la faute du dirigeant cause un préjudice avant tout au patrimoine de la société. Votre préjudice à vous, c'est que vos actions perdent de la valeur ou que vous ne recevez pas autant de bénéfices, de dividendes, que vous auriez pu en avoir. Mais là, on comprend bien que votre préjudice, dans ce cas-là, n'est que la conséquence du préjudice, que le corollaire du préjudice de la société. Ça va là-dessus ou pas? Là où on a un petit doute, et on a eu des décisions rendues sur cette question, c'est sur la situation où vous avez un dirigeant qui communique aux associés de mauvaises informations. Le dirigeant présente la société comme ayant une meilleure situation qu'elle n'a en réalité.
Ça veut dire que vous avez, du coup, des personnes qui vont investir dans la société ou des actionnaires qui pourraient partir en vendant leurs titres et qui ne les vendent pas. Là, c'est plus compliqué parce qu'on comprend que c'est un préjudice qui est causé quand même à beaucoup de personnes en même temps et ça ressemble à notre situation de tout à l'heure. Quand je ne vais pas chercher les loyers auprès des locataires, je cause un préjudice à tous les associés en même temps. On est d'accord là-dessus. Quand je ne donne pas les informations sur la situation de la société, je trompe finalement tous les associés en même temps. Je trompe peut-être même au-delà parce que je trompe le marché. On a des infractions spéciales pour la manipulation de cours par la diffusion de fausses informations quand on parle des sociétés cotées. Quand vous faites ça avec une société non cotée, on est plutôt dans de l'escroquerie. J'ai une société, je vous la présente comme, oui, on a remporté plusieurs marchés publics très importants cette année. Bien sûr que vous avez intérêt à venir investir avec nous, bien sûr. Bon, ça, en faisant ça, je suis en train de faire de l'escroquerie parce que je vous fais penser que notre société va avoir une activité importante. Oui, vous faites un virement et puis vous souscrivez un certain nombre d'actions, plutôt vous souscrivez et vous faites un virement. Bon, la société se casse la figure l'année prochaine. On peut dire, moi j'ai empoché une partie des sommes parce que je suis quand même un dirigeant compétent, excusez-moi. Donc on peut dire que c'est une forme d'escroquerie. Bon. Ce préjudice-là qui est lié à une fausse information, est-ce que c'est un préjudice causé à la société ou est-ce que c'est un préjudice causé aux actionnaires individuellement? C'est plutôt un préjudice causé individuellement aux actionnaires, mais la difficulté, c'est que ce préjudice, et on a quelques décisions, notamment un arrêt de la Chambre commerciale du 9 mars 2010, qui nous ont donné cette précision. Si vous investissez dans une société sur la base des mauvaises informations communiquées par le dirigeant, si j'investis 1 million d'euros et que j'ai perdu mon 1 million d'euros parce que la société fait faillite, je n'aurais jamais investi si j'avais eu connaissance de la vraie situation de la société. Est-ce que vous pensez que... quel est mon préjudice? Quel est le montant de mon préjudice? Voilà. C'était un piège, vous n'êtes pas tombé dedans. Mon préjudice n'est pas 1 million d'euros, même si moi je vais le vivre comme ça, j'ai tout perdu. Mais le préjudice dont je peux demander réparation aux dirigeants qui communiquent de mauvaises informations, ce n'est pas 1 million d'euros. Ce que je peux lui demander comme préjudice réparable, c'est la perte de chance de ne pas avoir fait un autre investissement. C'est-à-dire que, oui, ils ont commis une faute en ne donnant pas les bonnes informations, mais s'ils avaient donné les bonnes informations, il n'est pas dit que j'aurais encore mon 1 million d'euros. Mon préjudice, c'est que si j'avais eu les bonnes informations, j'aurais peut-être fait un investissement différent. Oui, monsieur ? Oui, il y a effectivement aussi un dol, effectivement. Alors, peut-être que si on demande l'annulation du contrat de souscription, on va me rendre la somme intégrale que j'avais versée à l'époque, et on va me faire rendre les actions, mais ça c'est si on demande la nullité. Si on demande simplement des dommages et intérêts, et c'est la même solution d'ailleurs qui est rendue depuis 2012 par la Cour de cassation en matière de dol en droit des contrats, le préjudice réparable, c'est la perte de chance d'avoir conclu un contrat à des conditions différentes. Oui ? Oui, effectivement. On ne va pas demander en même temps les deux choses, mais on peut demander à titre principal la nullité et à titre subsidiaire la responsabilité civile, sachant d'ailleurs qu'on va demander la nullité, ça va être une restitution par la société, et si on ne l'obtient pas, on va demander, et la société, il est possible qu'elle ne puisse pas rendre quoi que ce soit parce qu'elle est en faillite, on va demander
la responsabilité, mais des dirigeants, pas de la société. Donc, ça, c'est pour le préjudice des associés. Je vous signale au passage, je prends 30 secondes là-dessus, mais c'est un sujet qui est passionnant. Vous avez la question du cours et de la valeur à laquelle se vendent les actions des sociétés. C'est une question qui est très intéressante, qui est traitée un peu par l'économie, un peu en droit, et qui est un sujet très vaste en réalité. Et on a... quelqu'un dit on peut consulter la situation de la société à travers les déclarations fiscales. C'est pas si simple que ça. Les informations que communiquent les dirigeants, le fait que la société a ou va conclure un contrat important, c'est pas des choses que vous trouvez dans les déclarations fiscales de la société, en admettant d'ailleurs que vous ayez la possibilité d'avoir accès à ces déclarations fiscales. Vous êtes un associé, il y a une liasse fiscale à laquelle vous pouvez accéder, vous êtes un tiers investisseur, à voir si vous pouvez accéder à cette information-là. L'information que je voulais vous signaler, c'est même une pratique simplement, c'est l'existence de fonds qui spéculent à la baisse sur les titres des sociétés. On en parle de temps à autre dans la presse. C'est des fonds qui prennent des positions, qui concluent ce qu'on appelle des contrats à terme et qui font que, alors que les actionnaires espèrent que la valeur de la société augmente, ces fonds-là espèrent au contraire que le cours va baisser parce qu'ils ont pris des engagements de fournir des actions de la société à un prix donné qui tient compte de cette baisse de valeur. Bon, c'est une question qui est intéressante parce que s'ils ont pris ça, c'est pas qu'ils veulent simplement du mal à la société, c'est qu'ils pensent que son cours est surévalué et ils savent que des informations vont sortir ou ils vont faire sortir les informations et à ce moment-là, ça va entraîner baisse du cours de l'action. Il y a des écrits passionnants sur le sujet. Je reviens à la partie plus juridique. Donc, on a vu la responsabilité à l'égard de la société, la responsabilité à l'égard des associés, il y a aussi la responsabilité à l'égard des tiers. Est-ce qu'un dirigeant est responsable à l'égard des tiers? On pourrait, si on applique le droit de la responsabilité civile, dire que oui, toujours. Ça, c'est si on appliquait purement et simplement le droit de la responsabilité civile quand on nous dit qu'une faute... Alors quelqu'un demande est-ce qu'un cumul des actions individuelles et sociales est possible? Ça ne répare pas le même préjudice. On peut avoir la société qui agit en responsabilité et on peut avoir les actionnaires qui agissent en responsabilité, mais il y a deux actions. L'action sociale, celle de la société, l'action individuelle, celle des actionnaires. L'actionnaire peut mettre en œuvre l'action individuelle comme tout justiciable, il peut aussi exceptionnellement exercer l'action sociale. Mais, j'insiste là-dessus, ce n'est pas le même préjudice dont on demande réparation. L'action sociale, c'est le préjudice subi par la société. L'action individuelle, c'est le préjudice subi par l'actionnaire. Exemple, j'ai reçu de mauvaises informations d'un dirigeant. Ça pourrait être aussi le dirigeant a détourné le montant du virement, le dividende plutôt, qui devait m'arriver par virement. Le dirigeant a détourné une partie des dividendes. Là, c'était des sommes que la société devait aux actionnaires. Là, c'est clairement un préjudice individuel. Mais maintenant, on est dans la situation où on est un tiers et une société nous cause un préjudice par la faute de son dirigeant. Exemple, j'achète des biens à une société et la société me vend des biens qui sont non conformes à ce que l'on peut attendre d'un fournisseur de ces biens. Pourquoi? Parce que le dirigeant a choisi de recourir à un prestataire non qualifié ou parce que le dirigeant ne respecte pas telle norme légale. Bon, donc on voit la faute commise par le dirigeant qui conduit à une inexécution contractuelle par la société. Je vois la faute du dirigeant. Est-ce que je peux faire application du droit de la responsabilité civile? Toute faute engage la responsabilité de son auteur. Est-ce que je peux demander réparation directement au dirigeant? Eh bien,
en principe, oui, en droit de la responsabilité civile, mais on a une règle qui est apparue dans les années 1970, règle différente, quand une personne agit comme organe d'une personne morale. Il y a une forme d'immunité. On pourrait traduire cela comme « c'est la société qui prend », c'est-à-dire que pour le tiers, il voit la faute du dirigeant, mais c'est la faute d'un organe de la société, et donc le tiers, par principe, n'a pas la possibilité d'agir directement contre le dirigeant. Il peut agir contre la société, mais le dirigeant n'était que l'organe de la société, et finalement, le tiers ne peut rien contre lui. Le tiers doit agir contre la société. La société, si elle est condamnée, va se retourner contre son dirigeant et lui dire « qu'est-ce que vous avez fait ?» et va lui demander des dommages et intérêts. Parce qu'elle a été condamnée à payer 100 000 euros, elle va lui demander 100 000 euros de dommages et intérêts. Peut-être que le dirigeant va dire « mais moi, c'est pas que de ma faute, c'est parce que tel salarié a mal fait son travail. » Mais ça, c'est autre chose, c'est dans le cadre interne. Mais l'idée, c'est que le tiers, par principe, ne peut agir que contre la société. Donc ça, c'est une solution qui remonte aux années 1970 et qui, pendant une trentaine d'années, a été appliquée sans qu'on définisse. Alors, on parlait déjà de faute personnelle du dirigeant. Progressivement, on a commencé à parler de faute détachable ou de faute séparable des fonctions. Attention aux recherches Légifrance quand vous cherchez des arrêts là-dessus, faute détachable ou faute séparable. La solution a été que, par principe, le dirigeant n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, sauf quand il commet une faute personnelle, séparable ou détachable, suivant les arrêts, de ses fonctions. Ça veut dire quoi, une faute séparable ou détachable de ses fonctions? Pendant une trentaine d'années, la jurisprudence a appliqué la solution sans définir la faute en question. Elle disait plutôt, dans l'exemple que je prenais, la société qui livre des produits pas conformes, les juges auraient dit à l'époque qu'en l'absence de démonstration d'une faute personnelle du dirigeant, sa responsabilité ne pouvait être engagée. Mais ce qui est un peu curieux, c'est qu'on pouvait voir une faute personnelle. Si on avait la preuve que le dirigeant avait été chercher un prestataire dont il savait qu'il n'était pas qualifié, on pouvait dire il y a une faute. Mais on comprenait que ce n'était pas toutes les fautes. Et progressivement, on a vu se détacher cette définition, et c'est un arrêt important qui est un arrêt de la Chambre commerciale du 20 mai 2003 qui est venu définir la faute séparable des fonctions avec une faute en une définition avec 3 éléments ou 2 éléments, parce qu'on n'arrive pas bien à savoir, même après plusieurs années et des dizaines d'arrêts, on n'arrive pas bien à savoir si c'est 2 ou 3 critères, mais ça ne change pas grand-chose en réalité. La faute détachable, c'est celle qui a été commise intentionnellement, premier critère. Deuxième critère, qui est d'une particulière gravité. Troisième critère, qui se confond peut-être avec le critère 2, elle est incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Pourquoi je dis on ne sait pas bien s'il y a 2 ou 3 critères? C'est parce qu'on nous dit qu'elle doit être intentionnelle. Bon, ça on comprend bien. Le dirigeant qui cause une tragédie sans faire exprès, c'est pas intentionnel.
Donc ce n'est pas sa responsabilité à l'égard des tiers, c'est que la responsabilité de la société, mais la société, une fois condamnée, peut dire aux dirigeants « Vous avez commis une faute de négligence gravissime, j'engage votre responsabilité parce que j'ai dû indemniser les tiers pour des millions d'euros. » Bon, ça c'est une première chose, donc intentionnel. Mais le deuxième critère d'une particulière gravité, est-ce que c'est d'une particulière gravité et troisième critère incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, ou est-ce que c'est la particulière gravité qui est incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales? Bon, je crois qu'on peut dire que la faute séparable, c'est celle qui est commise intentionnellement et qui est très grave. S'il y a trois critères, ça veut dire qu'il y a des fautes intentionnelles, commises très graves, mais compatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. J'ai un peu de mal à voir ce que ça peut donner une faute. Je fais exprès de commettre une faute très grave, mais c'est compatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Bon, j'ai un peu de mal à visualiser. Quoi qu'il en soit, vous avez cette définition qui est posée et qui a été reprise par la suite par la jurisprudence. Jusque-là, tout est simple et tout est à peu près clair. En 2003, la définition est posée. Par la suite, quelqu'un dit le critère de l'anormalité n'est-il pas plus heureux que la gravité? Je ne sais pas ce que c'est un critère heureux, mais anormalité, moi c'est un critère que j'aime pas trop, parce que anormalité, ça veut dire quoi? Qui n'est pas dans la norme. La faute qui engage la responsabilité... Enfin, distinguer ce qui est normal, pas normal, moi je préfère qu'on me dise il y a des fautes graves, il y a des fautes pas graves. J'arrive à me faire une échelle, mais dire il y a des fautes normales, des fautes anormales, j'avoue que j'ai plus de mal. Là où je peux vous rejoindre, c'est sur le fait qu'il y a des comportements normaux, il y a des comportements anormaux, il y a un degré de vérification normal, il y a un degré de vérification qui dépasse ce que fait le bon dirigeant normalement. Voilà. Le critère de normalité, anormalité, il peut servir pour ça. Mais dire que la faute séparable, c'est la faute qui est intentionnelle et qui est grave, ça me semble plutôt une bonne chose. On retrouve des choses qu'on a empruntées, ce critère de faute détachable des fonctions au droit public, qui ainsi manifeste une forme d'utilité pour notre matière. Bien. Ceci étant dit en toute amitié pour mes collègues publicistes, donc on a une définition, et oui je sais statistiquement certains d'entre vous pourraient être amenés à faire du droit public plus tard, c'est même une fraction assez importante d'entre vous qui pourront se détourner du droit chemin. Donc on a une définition de, mais non on s'adore entre privatistes et publicistes, entre professeurs de droit et... je ne sais pas. Bon, bref. Donc... C'est bien de créer des mythes comme ça, qu'il y a des détestations. Après, ça permet de faire des blagues récurrentes. Donc, on a cet arrêt du 20 mai 2003 qui est important, qui donne la définition de la faute séparable des fonctions. Ça, c'est une chose. Par la suite, on a, pendant les années qui suivent, on a des décisions qui tombent, qui vont dire la plupart du temps que telle faute du dirigeant ne remplissait pas ne remplissait pas les critères, ne remplissait pas les conditions pour être qualifié de faute séparable des fonctions. Là où on a eu une évolution plus sur les principes, je veux dire par là, on a posé de nouvelles règles de principe après cette définition, c'est sur la faute qui constitue une infraction pénale intentionnelle. La Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue dire par un arrêt du 28 septembre 2010 que la faute pénale, l'infraction pénale intentionnelle, la faute pénale intentionnelle, constituait toujours une faute détachable des fonctions. Donc si, dans le cadre de ces fonctions, le dirigeant commet quelque chose qui est une infraction pénale, donc quelque chose qui est sanctionné pénalement, et qui est une infraction pénale d'intention, pas un délit d'imprudence, eh bien à ce moment-là, le dirigeant commet toujours une faute séparable des fonctions.
Jusque-là, les choses sont claires, là encore, et il y a d'autres cas dans lesquels il va commettre une faute séparable des fonctions. Des cas où il n'y a pas de sanction pénale. Mais quand il y a une sanction pénale et que l'infraction pénale est une infraction intentionnelle, on sait que le dirigeant engage toujours sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut jamais s'abriter derrière cette théorie de la faute séparable des fonctions. Attention, il y a des cas dans lesquels le dirigeant qui commet une infraction pénale intentionnelle n'est même plus du tout dans ses fonctions. Le dirigeant qui assassine quelqu'un, je ne sais pas s'il veut prétendre pénalement, il est toujours responsable. C'est lui qui va aller en prison. Mais au moment d'indemniser la victime ou les héritiers de la victime, il va dire « Ah mais non, c'était dans le cadre de mes fonctions. Oui, je lui ai tiré dessus, mais c'était au cours d'une négociation difficile et c'est la seule réponse que j'ai trouvée. » Bon, non, ça, on comprend que déjà, il y a cette jurisprudence de 2010 qui permet de dire c'est toujours une faute séparable des fonctions, mais même s'il n'y avait pas ça, on pourrait dire qu'on ne se pose plus la question. Le dirigeant n'est plus dans ses fonctions quand il commet certaines infractions. Bon. Là où les choses se sont un peu plus compliquées, il y a eu deux facteurs de complication. Premier facteur de complication, il y a des infractions dont on a un peu de mal à dire si elles sont vraiment intentionnelles. C'est les infractions essentiellement de défaut d'assurance obligatoire. Beaucoup d'activités supposent que celui qui les exerce prenne une assurance pour indemniser le préjudice qu'il peut causer à des tiers. Par exemple, en matière de construction, si vous faites des travaux de construction, vous devez, dans le Code de la construction et de l'habitation, il vous est imposé d'avoir pris une assurance parce que si votre société, votre SARL à faible capital construit un immeuble qui s'écroule, eh bien, il est possible que vous n'ayez pas les moyens d'indemniser les tiers. C'est une activité dangereuse, donc obligation de prendre une assurance on peut l'appeler de responsabilité civile professionnelle. Si vous ne prenez pas cette assurance, vous commettez une infraction. Vous commettez une infraction. Est-ce que cette infraction est une infraction pénale intentionnelle? Elle est pénale, oui. Est-ce qu'elle est intentionnelle? Oui, mais elle est un peu moins intentionnelle que celui qui vous frappe intentionnellement ou que celui qui commet une atteinte volontaire à vos biens. Donc on a eu un peu plus de doutes sur ce type d'infraction et c'est une infraction qui, semble-t-il, fait souvent l'objet d'actions en responsabilité contre les dirigeants. Petite société qui fait des travaux de construction, la maison se casse la figure, la société n'a absolument pas de quoi indemniser, elle est mise en liquidation judiciaire, on lui prend le peu de patrimoine qu'elle a, et là la victime se dit c'est pas grave, la société est assurée, non, c'est vrai qu'elle n'est pas assurée, donc la victime se dit j'agis en responsabilité contre le dirigeant. Et le dirigeant va dire désolé, moi j'ai agi dans le cadre de mes fonctions. Peut-être que j'encours 6 mois de prison ou 1 an de prison, c'est rarement des montants très élevés pour défaut d'assurance obligatoire, mais civilement, vous ne pouviez demander quelque chose qu'à la société qui éventuellement pouvait se retourner contre moi ou les organes de la procédure collective peuvent se retourner contre moi. Il y a eu une discussion et pendant un temps, il y a eu une opposition entre les chambres de la Cour de cassation. La 3e chambre civile de la Cour de cassation considérait que la faute était rattachable aux fonctions. La chambre commerciale considérait que la faute était détachable des fonctions. La 3e civile, elle était compétente en matière de construction, donc on l'a rencontrée souvent dans ce type de litige. La chambre commerciale est compétente en matière de société,
c'était un peu gênant cette différence de solution. Et puis, par la suite, la troisième chambre civile a changé de position. Un arrêt du 10 mars 2016 opère. Alors il y avait un arrêt avant qui avait laissé penser que, mais là l'arrêt de 2016, il y avait un arrêt avant du 11 janvier 2012 qui laissait penser que peut-être il y avait un revirement, et l'arrêt civil 3e 10 mars 2016, là on comprend qu'il y a un revirement. Donc maintenant la 3e civile et la commerciale considèrent que un défaut d'assurance obligatoire lorsque celui-ci est pénalement sanctionné constitue toujours une faute séparable des fonctions qui engage donc la responsabilité personnelle du dirigeant. Ça, c'était une première difficulté qui a été tranchée. Deuxième difficulté, enfin deuxième, c'est pas une difficulté, mais c'est deuxième point d'attention particulier plus récent. La Chambre criminelle, le 5 avril 2018, a rendu toute une série d'arrêts dans deux affaires, enfin dans des affaires qui concernent deux sociétés différentes. Ce n'étaient pas des très grandes affaires. Je vous donne le numéro de pourvoi d'un des arrêts, puisqu'ils disent globalement la même chose. Donc, criminel, Chambre criminelle, 5 avril 2018, numéro 16-87 669. Il doit y avoir 8 arrêts le même jour, mais on en voit surtout, enfin il y en a deux qui étaient plus visibles que les autres, qui ont été commentés un peu partout. Vous trouvez un commentaire rapide sur mon blog de ces décisions. Ces décisions disent quoi? Ces décisions disent que, manifestement, la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne considère pas que la faute séparable des fonctions est requise pour engager la responsabilité personnelle d'un dirigeant. Je vais donner une explication. Quand vous allez devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, vous pouvez y aller parce que vous êtes un dirigeant qui a commis une faute pénale intentionnelle. Votre responsabilité civile, si elle est recherchée devant quel juge? Devant le tribunal correctionnel, puis devant la cour d'appel, puis devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Enfin, bien sûr, elle ne regarde pas, elle n'apprécie pas les faits, mais c'est la juridiction pénale qui va rester compétente pour la demande de dommages et intérêts que fait la victime de l'infraction. Si le dirigeant a commis une faute pénale intentionnelle, on ne se pose pas la question de sa faute séparable des fonctions, on a dit qu'elle était toujours séparable. Mais la chambre criminelle était amenée dans cette situation à statuer uniquement sur les intérêts civils de la victime parce qu'on avait considéré qu'il y avait une infraction pénale qui avait été commise, mais finalement, ça c'était plus discuté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. La bagarre ne portait plus que sur l'indemnisation de la victime. Et donc, le dirigeant disait « Mais attendez, moi, on ne peut pas me condamner parce qu'on n'a pas suffisamment démontré que j'ai commis une faute séparable des fonctions. » La chambre criminelle ne répond pas « C'est une infraction pénale intentionnelle, donc c'est une faute séparable des fonctions. » La chambre criminelle dit, pour synthétiser les choses, peu importe que le dirigeant ait commis une faute séparable des fonctions, s'il a commis une faute, il est responsable. Donc, on comprend que pour la chambre criminelle, il n'est pas nécessaire, même en l'absence d'infraction pénale intentionnelle, de caractériser une faute séparable des fonctions. Donc, cette théorie de la faute séparable, manifestement, elle n'est pas reçue aujourd'hui par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Mais on le voyait moins
parce qu'elle statue moins déjà sur cette question, et parce que dès lors qu'une infraction pénale intentionnelle est reconnue, automatiquement, il y a une faute séparable des fonctions, avait dit la chambre commerciale. Donc, on voyait moins que la chambre criminelle n'y croyait pas à cette notion d'infraction, enfin de faute séparable des fonctions. Quand elle condamnait le dirigeant qui avait commis une infraction pénale intentionnelle, en fait, elle le faisait en se disant « moi je m'en fiche, j'aime pas ça la notion de faute séparable des fonctions », alors que nous on croyait qu'elle disait « une faute séparable des fonctions existe puisqu'il y a une infraction pénale intentionnelle ». Donc voilà où on en est. Donc on attend aujourd'hui, il y a potentiellement une divergence si cette solution se confirme, mais les arrêts étaient quand même en assez grand nombre, il y en avait plusieurs qui étaient publiés au bulletin. Aujourd'hui, on a la chambre criminelle qui part sur une autre voie, donc on attend qu'il y ait une chambre mixte qui se réunisse, ou éventuellement que la chambre criminelle fasse comme la troisième civile et qu'elle se rallie à la position des autres chambres. Ça, c'était sur les questions de responsabilité à l'égard des tiers, oui. Est-ce qu'il y a une chance que ce soit la chambre criminelle qui change sa jurisprudence, ou alors que les chambres civiles et commerciales se rallient à la majorité des responsabilités? Qui c'est le plus fort entre ces chambres? D'un côté, la chambre criminelle, c'est plus récent, mais je ne pense pas qu'on va abandonner... C'est assez cohérent quand même, cette théorie de la faute séparable des fonctions. L'idée, c'est de dire que lorsque vous êtes dirigeant, dans une certaine mesure, vous êtes protégé des tiers quand vous agissez comme organe de la personne morale. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête, quand vous faites n'importe quoi exprès, faute séparable des fonctions, là, vous êtes pleinement responsable. Mais dans une certaine mesure, les tiers ne peuvent agir que contre la société et pas contre vous. Je pense pas que ça soit une bonne solution que d'abandonner cette solution-là de l'organe de la société. Voilà. Est-ce que ça peut amener les avocats, par exemple, qui voudraient chercher la responsabilité des dirigeants à forcément essayer de chercher une infraction pénale pour essayer de... Aujourd'hui, si j'agis devant une juridiction qui est une juridiction civile, dès que je peux chercher à qualifier une infraction pénale, je vais le faire, même si je ne porte pas plainte et même si j'espère pas que le dirigeant est en prison, je vais quand même toujours, s'il y a une qualification pénale, pour montrer que c'est extrêmement grave ce qu'il a fait, je vais toujours souligner la qualification pénale. Mais ça portera, si ça allait devant la chambre criminelle comme solution, qu'en plus le dirigeant... c'est même pas que, en plus, s'il a fait une infraction pénale, il perd ça, c'est que pour la chambre criminelle, ça n'existe pas, la notion de faute séparable des fonctions. Eux, manifestement, appliquent la solution qui est toute faute engage la responsabilité, même si vous avez commis la faute alors que vous agissiez comme dirigeant. Oui ? Est-ce qu'un dépassement, ça c'est une très bonne question, est-ce qu'un dépassement des pouvoirs du dirigeant constitue une faute séparable des fonctions ? Je dirais non, ce n'est pas le critère. C'est-à-dire que le dirigeant qui a agi en dehors de l'objet social, a priori, est toujours dirigeant. Vous avez des cas dans lesquels on a tenté de dire c'est une faute séparable parce qu'il y a un dépassement d'objet social ou parce que c'était finalement pas dans l'intérêt de la société. Non, là, dans ces cas-là, les juges vous disent montrez-moi qu'il y a les 3 critères de la faute séparable des fonctions. Mais le fait qu'on ait agi en dépassement de fonction, non, ça ne suffit pas à dire que le dirigeant engage sa responsabilité personnelle. Simplement, attention, peut-être qu'à un moment donné, le dirigeant n'est plus dirigeant. Le dirigeant qui utilise les moyens de la société pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'activité de la société, ce dirigeant-là, je dis n'importe quoi, le dirigeant, la société a un studio photo, le dirigeant s'en sert le week-end pour faire des films, il filme des crimes ou des trucs atroces, peu importe même l'aspect pénal. Est-ce que c'est encore en tant que dirigeant qui fait ça ? Non, il utilise peut-être des moyens de la société, mais on ne peut pas dire qu'il est en train de se comporter comme le dirigeant de la société. Ça se passe peut-être dans les locaux de la société,
avec des moyens de la société, mais il me semble que là, on est vraiment éloigné de ces fonctions de dirigeant. Donc, là, on était donc dans les questions de responsabilité à l'égard des tiers. Vous verrez quand vous étudierez le droit des procédures collectives que cela se complique encore un peu parce qu'il y a des régimes spéciaux de responsabilité du dirigeant lorsque la société est placée en procédure collective, particulièrement en liquidation judiciaire. Ça, c'était sur la responsabilité civile, donc à l'égard de la société, à l'égard des associés, à l'égard des tiers. Un mot sur l'assurance de responsabilité civile. Il y a une pratique, plutôt dans les grandes sociétés, de fournir aux dirigeants ou de proposer aux dirigeants de souscrire une responsabilité, une assurance de responsabilité civile. Ce qui est un peu compliqué, c'est que je ne fais qu'évoquer le sujet, on ne va pas passer très longtemps sur cette assurance de responsabilité civile, mais le dirigeant qui voit sa responsabilité recherchée, est-ce que c'est très intéressant pour lui de prendre une assurance? On dit assurance RCMS, ça veut dire assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux. Est-ce que cette assurance, elle sert vraiment si le dirigeant commet des fautes qui sont rattachables à ses fonctions? Les tiers ne peuvent engager que la responsabilité de la société. Donc, l'assurance sert vraiment quand le dirigeant peut voir sa responsabilité personnelle recherchée, donc quand il a commis une faute séparable des fonctions. Mais une faute séparable des fonctions, c'est une faute qui est une faute commise intentionnellement. Et vous avez un principe de droit des assurances qui est que vous ne pouvez pas assurer une faute commise intentionnellement. Enfin, si vous commettez intentionnellement un dommage, votre dommage n'est pas assurable. Donc, est-ce que c'est vraiment utile l'assurance de responsabilité civile des dirigeants? On peut se poser la question. Là où ça a une utilité, c'est que ça couvre au moins déjà les frais de procédure. Avant qu'on parle de condamnation du dirigeant, l'assurance peut prendre en charge des frais d'avocat ou des frais d'expertise que le dirigeant peut être amené à exposer, même si finalement sa responsabilité n'est pas retenue. Ça, c'était sur la responsabilité civile. La responsabilité pénale, qu'est-ce qu'il faut dire dessus? Vous avez deux aspects, si vous voulez, de la responsabilité pénale. Premier aspect, c'est un aspect droit spécial. Je vais commencer par là. Vous avez toute une série d'infractions pénales. Elles sont dans le Code de commerce essentiellement, et elles visent les dirigeants de sociétés. La plus connue, c'est l'abus de biens sociaux, l'ABS, qui est une forme d'abus de confiance, c'est-à-dire qu'on vous donne des biens à restituer ou à utiliser dans un intérêt déterminé, vous les gardez ou vous les utilisez dans un intérêt autre. Mais l'abus de biens sociaux, c'est ça. C'est au lieu d'utiliser les moyens de la société dans l'intérêt de la société, j'utilise l'argent, par exemple, de la société dans mon intérêt personnel. J'invite au restaurant mes amis, je prends de l'argent dans les comptes de la société pour m'octroyer un complément de rémunération parce que ces pingres d'actionnaires ne m'ont pas suffisamment rémunéré. Ça, c'est de l'abus de biens sociaux. Donc vous le voyez assez fréquemment dans la presse, on l'évoque assez souvent. Dès que vous avez un dirigeant qui utilise les biens de la société pour faire des choses qui ne sont pas conformes à l'intérêt de la société, pour favoriser des amis à lui, pour favoriser sa famille, pour faire des choses illicites, eh bien on peut commencer à parler d'abus de biens sociaux. Je ne vais pas détailler beaucoup plus cette infraction. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous compreniez qu'il y a toute une batterie d'infractions dans le Code de commerce qui visent le dirigeant d'une société en tant que dirigeant.
Il y en a pas mal qui ont été abrogés, mais je prends vraiment au hasard du code, article L242.8, est puni d'une amende de 9 000 € le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur général d'une société anonyme de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion. On peut se demander si c'est vraiment, donc c'est L242.8, on peut se demander si c'est vraiment utile d'avoir une infraction pénale, alors pas très élevée, mais on comprend le message. Le message, c'est vous avez intérêt à le faire, sinon vous allez avoir des poursuites pénales. Quand les poursuites pénales, c'est de l'amende et en plus de la prison, là on se dit, oh là là, on a vraiment intérêt à le faire. Après, souvent, ces textes, autant l'abus de biens sociaux et les sanctions voisines du type distribution de dividendes fictifs. Pourquoi il y a un silence de mort? Vous avez commis des abus de biens sociaux, c'est ça? Autant l'abus de biens sociaux, c'est quelque chose qui est assez souvent poursuivi, autant les infractions du type défaut d'inventaire, bon, on peut se rendre compte aussi qu'il y a un défaut d'inventaire. Souvent, ces infractions sont poursuivies, elles sont commises en même temps que d'autres infractions beaucoup plus graves, et voilà pourquoi on les voit moins. Mais beaucoup de ces infractions du droit des sociétés sont des infractions qui existent dans le Code, mais qui ne donnent pas véritablement lieu à poursuite. Et donc, on se demande s'il faut les maintenir parce que ça diminue la crédibilité, bien sûr, de nos textes, des textes qui ne sont jamais appliqués. On peut se demander s'ils sont vraiment sérieux. Et du coup, quand on fait des textes dont on veut qu'ils soient appliqués, eh bien, est-ce que ces textes-là, du coup, ont de la valeur? Bon. Vous avez donc toute une série d'infractions spéciales. Et puis, ça, c'était le premier aspect des choses. Le deuxième aspect des choses, c'est que, à côté de ces infractions qui visent le dirigeant de société, quand vous êtes dirigeant d'une société, vous avez toute une série de comportements que vous pouvez commettre ou qui peuvent être commis dans le cadre de la société et qu'on risque de vous rattacher. Et ça, c'est quelque chose qui est moins net, mais qui est très important, qui est ce qu'on appelle la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Mais c'est moins connu parce que, autant vous ouvrez un bouquin de droit des sociétés, abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, là vous avez, on voit les textes et on voit à qui ils s'appliquent, c'est aux dirigeants de société. Mais vous avez une série, beaucoup d'infractions peuvent être commises dans le cadre d'une société, peuvent être imputées au chef d'entreprise, et le chef d'entreprise, c'est le dirigeant de la société. Je prends deux exemples. Un salarié qui travaille sur un échafaudage de la société, on n'a pas mis de garde-corps, donc de barrières qui empêchent les personnes de tomber, le salarié tombe, se blesse ou pire, qui est responsable pénalement? Oui. Alors, vous êtes déjà dans la délégation de pouvoir parce que vous connaissez la fin de l'histoire, mais qui est responsable pénalement? Normalement, c'est effectivement le chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise, quand l'entreprise c'est une société, c'est le dirigeant, c'est le représentant légal. Ça veut dire que, imaginons sur une chaîne de fabrication de la société Renault, il y a, je ne sais pas, il doit y avoir, il y a un robot qui fait de la peinture au pistolet et il y a une protection qui doit être portée par les salariés parce qu'ils peuvent recevoir des projections de peinture. Les tenues ne sont pas mises à disposition des salariés dans l'usine de Renault qui est dans telle ville française. Bon, à Billancourt par exemple. Le robot fait voilà, et puis tout d'un coup, un salarié, ce matin, il est venu, il n'a pas mis sa tenue de protection parce qu'il n'y en a pas. Bon, plaf, il se prend un coup de pistolet de peinture dans les yeux, il est blessé, peut-être qu'il va perdre des dioptries, bon, voilà, c'est dramatique. Qui est responsable pénalement?
Le pauvre monsieur Ghosn, qui est président directeur général, qui est au Japon, là, avec sa garde à vue qui dure des dizaines de jours, on l'appelle pour lui communiquer une mauvaise nouvelle. Il va être aussi poursuivi parce qu'il n'a pas mis à disposition des salariés du bloc numéro 38 de l'usine de Billancourt. Vous savez, les salariés qui sont sur la chaîne qui produit des grands scéniques, la peinture gris métallisée, le robot en a envoyé dans les yeux d'un salarié. Ah oui, c'est ennuyeux, je comprends, mais en même temps, bon, là, je ne pouvais pas aller vérifier tout de suite, mais sinon, je passe tous les matins, bien sûr, vérifier que toutes les tenues sont à disposition. Bon, bien évidemment, dans une grande société, il n'est pas possible matériellement au président, directeur général ou au représentant légal de faire ces vérifications. Mais s'il ne fait pas ces vérifications, il engage sa responsabilité si un dommage survient. Simplement, il y a une institution qui n'est pas prévue par les textes, mais que la jurisprudence accepte et que la doctrine a un peu étudiée, plutôt beaucoup étudiée, mais ça reste une zone qui est assez, finalement, pas connue de tous parce qu'on est un peu à la frontière. On est à la frontière du droit pénal, du droit des sociétés, du droit du travail et du droit des contrats. C'est ce qu'on appelle effectivement, ce que vous évoquez, monsieur, la délégation. Alors, ces délégations de pouvoir et de responsabilité, c'est quoi cette délégation? C'est quelque chose qui s'apparente au mandat. C'est pour ça que le droit des contrats s'y intéresse parfois. Je suis président-directeur général de Renault. Normalement, si un salarié est blessé sur une des chaînes de montage de la société, c'est dans le cadre de... et si on peut trouver une faute d'imprudence, faute pénale d'imprudence, c'est la responsabilité, oui, de la personne morale, responsabilité pénale des personnes morales qu'on a vu il y a quelques semaines, mais aussi responsabilité pénale du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, c'est le représentant légal, donc le PDG pour le coup, sauf si, et c'est là que la jurisprudence a créé une institution utile, sauf si le PDG a dit, pour les usines de la chaîne X, ou pour telle usine globalement, je délègue mon pouvoir de surveillance à monsieur un tel ou madame un tel, directeur de la sécurité de l'usine. Ça veut dire qu'il peut exercer les actes que je pourrais exercer, il peut surveiller, il peut sanctionner les salariés qui ne mettent pas leur tenue de protection ou qui oublient de mettre à disposition des autres les tenues de protection. Mais ça veut dire aussi qu'avec le pouvoir, comme dirait Spider-Man, je lui ai délégué aussi ma responsabilité. Et donc, le résultat, c'est que, avec la délégation de pouvoir, va la délégation de responsabilité. Voilà, Spider-Man fait du droit du travail, ça peut donner ça. Avec la délégation de pouvoir, va la délégation de responsabilité. Si j'ai donné pouvoir à quelqu'un, il ne faut pas que ça soit fait de manière purement de façade. Si je trouve un pauvre stagiaire qui passe par là, je dis, vous êtes quoi? Vous êtes étudiant en droit en stage? Mais écoutez, vous savez, vous qui connaissez bien le droit du travail et toutes ces normes-là, je vous donne délégation de pouvoir pour vérifier la sécurité dans l'usine. Le stagiaire rentre chez lui. Alors, c'est passé comment ton premier jour de stage? Super, j'ai déjà des responsabilités importantes. Fais voir. Ah oui, tu es responsable de la sécurité de l'usine. Bon, on ne peut déléguer efficacement sa responsabilité pénale que si on le fait à quelqu'un qui a les compétences appropriées et si on le fait d'une manière qui est effective, c'est-à-dire que des choses comme le fait de déléguer mais de continuer à s'occuper de la question font sauter la délégation de pouvoir. Si vous êtes dirigeant et que vous avez fait une délégation de pouvoir et de responsabilité à un cadre, évitez de dire par mail « je reprends la main » parce que vous faites sauter
de toute façon, si vous reprenez la main, vous faites sauter la délégation de pouvoir et de responsabilité, du moins l'effet exonératoire. Ça ne veut pas dire que le lendemain matin, il ne peut pas continuer à agir en utilisant votre pouvoir, mais si sa responsabilité est engagée, il est possible que le salarié dise « mais moi, c'est pas moi qui suis responsable parce que, regardez, j'avais reçu un mail qui disait « je reprends la main ». Et puis d'autres pourront témoigner sur le fait qu'on m'avait empêché d'agir. Donc voilà, cette délégation de pouvoir et de responsabilité, elle est en pratique importante. Oui ? Est-ce qu'elle doit faire l'objet d'une contrepartie? C'est pas comme une clause de non-concurrence où on vous dit qu'il faut qu'il y ait une contrepartie financière. Non, elle peut être dans les fonctions du salarié. Bon, on a intérêt quand même à l'écrire clairement, mais quelqu'un qui est directeur de la sécurité, son contrat de travail c'est directeur de la sécurité. En pratique, on aura bien écrit qu'il a une délégation de pouvoir, mais on pourrait soutenir que cette délégation de pouvoir, elle est attachée à ses fonctions. C'est une question, est-ce que le salarié doit être informé des risques qui pèsent en cas de manquement à ses obligations, c'est pas forcément nécessaire? Je ne dirais pas qu'il doit être informé, vous avez raison, mais ça se rattache au... quand je dis je ne dirais pas qu'il doit être informé, ce n'est pas un critère formel supplémentaire. Mais il faut qu'il ait reçu la délégation de pouvoir et donc qu'il ait conscience quand même qu'il a une délégation de pouvoir. Si je prends un contrat de travail de directeur de la sécurité, j'ai conscience que je suis responsable de la sécurité dans le site qui est prévu par mon contrat de travail. Mais il n'y a pas de je découvre, je suis vigile d'une usine et puis je découvre que mais on ne vous a pas dit, vous avez eu une promotion il y a 3 semaines, on venait de vous déléguer la sécurité. Écoutez, je suis ravi, mais quels sont ces cris qu'on entend là-bas? Il y a une autre, par contre, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Voilà, vous êtes responsable de la sécurité, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que votre responsabilité va être engagée prochainement. Donc il n'y a pas d'information particulière, mais je dirais que le salarié doit avoir conscience qu'il exerce une fonction, donc qu'on lui a donné cette fonction. Oui. Une délégation de pouvoir de fait. Si l'employé assume des fonctions, je dirais par principe non. C'est-à-dire que, par principe, c'est la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Si un salarié commence à s'investir dans la sécurité de l'usine, c'est bien, mais je pense que ça n'exonère le chef d'entreprise que si on a vraiment une délégation de pouvoir. De toute façon, s'il se contente de faire des actes, mais que le chef d'entreprise continue à en faire ou pense qu'il peut continuer à en faire, on est dans le cas de... il n'y a pas vraiment de délégation de pouvoir parce que le délégant continue à intervenir dans le secteur concerné. Sur la responsabilité pénale, je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire, si ce n'est qu'encore une fois, cette responsabilité pénale du chef d'entreprise, c'est un cas fréquent d'engagement. J'avais pris l'exemple, j'avais dit qu'on aurait 2 exemples, j'avais pris l'exemple du salarié qui est blessé, mais on peut prendre l'exemple d'une atteinte au droit de l'environnement. Le Code de l'environnement prévoit des sanctions pour ceux qui ne demandent pas, par exemple, une autorisation avant d'exploiter une activité dangereuse. Ce type d'infraction, Code atteinte au droit de l'environnement, ce type d'infraction, on nous dit que c'est une personne qui exerce une activité sans autorisation qui engage sa responsabilité, mais on ne dit pas une personne physique ou le dirigeant d'une société, on vous dit toute activité non autorisée constitue l'infraction de sanctionnée par. Ça veut dire que j'ai une société qui commence une activité soumise à autorisation sans demander cette autorisation. Je commets, moi dirigeant, l'infraction pénale et c'est ma responsabilité de chef d'entreprise. La personne morale est également responsable pénalement. C'est ce qu'on avait vu quand on avait étudié la personnalité morale.
Troisième volet de la responsabilité du dirigeant, après la responsabilité civile et la responsabilité pénale, la responsabilité fiscale. Ça mérite qu'on en touche un mot. Vous avez un texte particulier qui est l'article L267 du livre des procédures fiscales. Ce texte vous dit la chose suivante. Lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société. Donc, deux cas, le dirigeant qui commet des manœuvres frauduleuses, premier cas, ou qui commet une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, le dirigeant qui omet par exemple de manière répétée de faire des déclarations de revenus de la société. On vous dit que ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. Donc, il y a une action particulière qui peut être exercée. C'est l'administration fiscale qui va agir et qui va demander, normalement, vous êtes dirigeant, vous n'êtes pas tenu de payer l'impôt de la société ou les pénalités dues par la société, puisque la société, c'est une personne morale, c'est quelqu'un d'autre. Mais, par exception, il y a cette action en justice qui peut être exercée pour qu'un juge dise que les 3 millions d'euros d'impôts et pénalités dus par la société, eh bien, on peut vous les demander à vous aussi, dirigeants. On arrête de parler de choses qui font de la peine, on a terminé sur les responsabilités du dirigeant. Maintenant, on va quitter le dirigeant avec la section 5 sur la cessation des fonctions. Il y a des cas dans lesquels on se quitte, et on se quitte de manière pacifique ou apparemment pacifique. C'est le cas de la démission. Il y a des cas dans lesquels on se quitte de manière un peu plus brutale. C'est le cas de la révocation. Sortez-le, s'il vous plaît. Sécurité, sortez le président. Bien, donc ça, c'est des cas... Tiens, ça marche bien cet effet-là. Bref, donc, démission, révocation, il y a des cas dont on ne va pas beaucoup parler. Le dirigeant dont le mandat arrive à terme, bon, ben c'est fini. Ah, moi, j'aimais bien être dirigeant, oui, mais on va en nommer un autre. Bon, voilà. Le dirigeant qui atteint l'âge maximum d'exercice de ses fonctions, il y a quelqu'un dans mon bureau, bah oui, mais regardez, relisez les statuts, le dirigeant a 45 ans maximum, bah oui, mais c'était mon anniversaire aujourd'hui, ah bah bon, d'accord, ok, merci, joyeux anniversaire au fait, et puis d'autres cas non problématiques, le dirigeant qui meurt par exemple, voilà, bon, je ne fais pas mon imitation bien connue du zombie. Donc, ceci étant dit, les deux cas qui vont nous intéresser le plus, c'est le cas de la démission et celui de la révocation. La démission, c'est dans les deux situations, on quitte son mandat social avant l'arrivée du terme. Mais la différence, c'est que la démission, c'est le dirigeant qui dit qu'il s'en va, la révocation, la société dit au dirigeant qu'il s'en va. Mais dans les deux cas, on interrompt le mandat social en cours de route avant terme. Les textes du droit des sociétés, premier point, donc la démission, les textes du droit des sociétés ne visent pas la démission dans les textes généraux. Il n'y a pas de textes généraux sur les dirigeants ou de régime général du dirigeant, donc on n'en parle pas. Et dans les textes spéciaux, finalement, on ne s'intéresse pas à la démission du dirigeant. Mais on se doutait bien que c'était possible, notamment quand vous lisez le Code civil sur le mandat, on vous dit que le mandataire peut quitter ses fonctions
en principe à tout moment, parce que c'est un contrat basé sur la confiance. Si le mandataire ne se sent plus capable d'exercer ses fonctions, eh bien, il peut les quitter à tout moment. Mais est-ce que le dirigeant qui a été nommé pour 6 exercices peut partir? Eh bien, la réponse donnée par la jurisprudence, on s'y attendait, c'est oui. Simplement, il y avait une question en plus qui était: est-ce que le dirigeant qui quitte ses fonctions doit dire qu'il veut partir, mais est-ce que sa démission n'est effective que quand on lui dit « c'est bon, partez » ? Est-ce qu'il faut l'accord de la société pour que la démission du dirigeant prenne effet? Réponse de la Cour de cassation, vous l'avez dans un arrêt, l'arrêt de principe, c'est un arrêt du 22 février 2005, chambre commerciale 22 février 2005. On vous dit que, par principe, la démission du dirigeant est un acte juridique unilatéral qui ne nécessite pas d'acceptation de la part de la société. Ça veut dire que dès que la société en a connaissance, la démission prend effet. Mais l'arrêt précise que c'est par principe. On peut prévoir autre chose et on pourrait prévoir que le mandat ne prend fin que quand la société a accepté la démission. On peut prévoir ça. Maintenant, je ne sais pas si ce type de clause, ça va vraiment fonctionner. En matière de mandat du Code civil, vous aviez un arrêt qui avait été commenté de la manière suivante. Le titre des commentaires était explicite, c'était « Le mandat irrévocable peut être révoqué ». Si vous dites qu'un mandat ne peut pas être révoqué sauf accord de toutes les parties, la Cour de cassation vous dit que le mandataire peut toujours, ou le mandant peut toujours mettre fin au mandat. Éventuellement, il encourt des dommages et intérêts. Mais le principe, c'est qu'on ne peut pas obliger les parties qui n'en ont plus envie à continuer le mandat. Donc, même si on a mis dans les statuts que la démission ne prend effet que quand la société a donné son accord, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment, enfin, si le mandataire veut partir, ne veut absolument pas rester en fonction, je ne suis pas sûr qu'on puisse lui dire « Ah mais non, cher monsieur, vous restez là tant que vous n'avez pas reçu l'autorisation de partir ». Sur la démission, j'ai assez peu de choses à dire en plus. Il y a un arrêt, par exemple, du 8 juin 2017 qui juge que l'annulation de l'Assemblée au cours de laquelle est intervenue la démission du dirigeant n'entraîne pas l'annulation de la démission elle-même. Bon, on comprend que le dirigeant qui veut partir, on est favorable à ce qu'il parte. Autre précision donnée par la jurisprudence, quand le dirigeant a démissionné et que la société a eu connaissance de la démission, il ne peut pas retirer sa démission. Il y en a qui aiment bien dire « Ah mais moi si c'est comme ça, je vais partir », si on leur dit « Ok, c'est bon », mais non, je disais pas ça, trop tard. Voilà. Bon. La démission, il y a finalement quelques questions, mais il n'y a pas énormément de contentieux, sauf éventuellement sur des démissions qui sont des révocations déguisées. Parce qu'en réalité, là où on a beaucoup de contentieux, c'est sur la révocation. La révocation, donc le cas où la société prend l'initiative de mettre fin au mandat social. Ce n'est pas le dirigeant qui dit qu'il part, qu'il part, c'est la société qui dit au dirigeant qu'elle veut qu'il parte. Deux séries d'observations sur la révocation. Première série d'observations, tous les dirigeants ne sont pas logés à même enseigne. Il y a
des dirigeants qui sont irrévocables, soit irrévocables de droit, c'est rare. Il y a une question sur le parallélisme des formes. J'en reparle dans quelques minutes. Première catégorie, il y a des dirigeants qui sont irrévocables de droit. Dans la loi, il n'y a pas, mais dans les statuts d'une SAS, par exemple, on pourrait dire que le dirigeant ne peut pas être révoqué. Bon. C'est rare. Même si on l'a écrit, je ne suis pas sûr que ça tienne vraiment à un dirigeant qui est en train de ruiner la société. Je pense qu'un juge saisi pourrait mettre fin à son mandat, mais bon, ça veut dire que les associés n'ont en principe pas le droit de le faire. Mais encore une fois, c'est rare. Enfin, je n'ai jamais vu de règles de statut de SAS qui disent ça. En revanche, vous avez des dirigeants qui sont irrévocables dans les faits, parce qu'il faut une majorité pour les révoquer, et ils ont la majorité, ou ils ont assez de droits de vote pour empêcher que cette majorité soit atteinte. Cette situation-là, elle est beaucoup plus fréquente, et du coup, le dirigeant, tant qu'il est majoritaire, vous ne pouvez pas le révoquer. Dans certaines sociétés, vous avez des textes qui prévoient qu'un associé ou un associé détenant tant % des droits de vote peut saisir le juge d'une demande de révocation, et dans ce cas-là, ça veut dire que le dirigeant qui est en même temps associé majoritaire peut être sorti de la société, peut être révoqué à la demande d'un associé minoritaire, mais c'est le juge, dans ce cas-là, qui intervient. On verra dans les droits spéciaux quels sont les dirigeants concernés. C'est plutôt dans les sociétés de personnes qu'on rencontre ça. Vous avez après une catégorie de dirigeants qui sont révocables uniquement sur juste motif. Je prends l'exemple du gérant de la SARL pour prendre un dirigeant qu'on rencontre fréquemment. Donc, c'est l'article L223-25. On vous dit, le gérant peut être révoqué par décision des associés. Bon, après, on donne les conditions de majorité. On vous dit, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Ça veut dire que le dirigeant qui est révoqué, alors, les justes motifs, bien sûr, on n'a pas déterminé, enfin la loi ne dit pas ce que sont les justes motifs, c'est la jurisprudence qui n'a jamais posé une définition générale et abstraite des justes motifs en disant le juste motif, c'est le cas dans lequel le dirigeant empêche la société de fonctionner convenablement. Non. Les juges ont donné, dans certains cas, une solution. Enfin, dans certains cas, on dit, ça, c'était un juste motif. Ça n'était pas un juste motif. Par exemple, on va vous dire que, je retrouve une référence. On va vous dire que le dirigeant qui, bien sûr, un dirigeant, je suis en train de chercher quelques références jurisprudentielles pour illustrer cela. On va vous dire que le dirigeant qui ne fait rien, le dirigeant qui viole des obligations légales, là, ça va être facile de dire qu'il y a un juste motif à sa révocation. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le dirigeant quand il y a une mésentente entre le dirigeant et des associés ou entre le dirigeant et d'autres dirigeants. Est-ce que la perte de confiance, c'est un juste motif de révocation ? La réponse est plutôt oui dans ces situations, parce qu'on comprend d'ailleurs que la société ne peut pas fonctionner correctement avec un dirigeant dans lequel on n'a plus confiance ou un dirigeant qui s'entend mal avec les associés ou avec d'autres dirigeants. En revanche, un changement de majorité, ce n'est pas un juste motif de révocation. Donc si vous rachetez une société,
vous avez intérêt à vous mettre d'accord avec celui qui vous vend les parts ou les actions sur le fait qu'il va partir. Ça y est, on a racheté la société, on a payé très cher, mais on est chez nous, notre société est là. Bah oui, mais le président, c'est Dondero. Mais comment Dondero, il nous a vendu toutes ses actions. Il n'est plus président. Ah si, moi je vous ai vendu mes actions, mais j'ai jamais dit que je démissionnais. Si vous voulez que je parte, il faut me révoquer. Et pour ça, j'espère que vous avez un juste motif. Si vous n'avez pas de juste motif, je veux bien démissionner. Mais forcément, ça va coûter un petit peu d'argent. Bien, donc, ça c'est le dirigeant qui est révocable sur juste motif. Si vous mettez dehors le dirigeant, vous le révoquez quand même, il a droit à des dommages-intérêts. Mais ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'il doit démontrer un préjudice, et ça veut dire aussi que la révocation prend effet. Donc vous pouvez me mettre dehors en réalité, je peux vous menacer d'une action en justice, j'obtiendrai peut-être des dommages et intérêts pour réparer mon préjudice, j'espérais rester dirigeant, c'est une atteinte à mon image, j'ai un manque à gagner parce que je ne perçois plus ces rémunérations, etc., etc. Mais en attendant, vous pouvez mettre à la tête de la société le dirigeant que vous avez choisi. Simplement, après, il y aura un contentieux avec le dirigeant révoqué. Les dirigeants qui sont révocables sur juste motif, c'est surtout dans les sociétés de personnes. C'est le gérant de société civile, le gérant de SNC, le gérant de SARL. C'est aussi les membres du directoire d'une SA, et c'est aussi, toujours dans la société anonyme, le directeur général quand il n'est pas président, ou les directeurs généraux délégués. Ça, c'est ceux qui sont révocables sur juste motif. Et puis, vous avez la dernière catégorie, c'est ceux qui sont révocables avec toujours une expression latine, ad nutum, ad, plus loin, nutum, N-U-T-U-M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur un signe de tête. Donc, dirigeant révocable ad nutum. Révocable sur un signe de tête, ça veut dire à tout moment, et donc sans besoin d'avoir à montrer un juste motif. C'est l'application du droit commun du mandat. Dans le Code civil, on vous dit que le mandant peut mettre fin à sa procuration quand bon lui semble. C'est la formule que vous trouvez dans le Code civil. L'idée, c'est que dans les sociétés, alors c'est les administrateurs de la SA, c'est le PDG de la SA, c'est les membres du conseil de surveillance de la SA, c'est souvent les dirigeants de la SAS, mais là il faut voir ce que disent les statuts. Les statuts peuvent choisir sur juste motif ou ad nutum. Tous ces gens-là, on peut mettre fin à leurs fonctions sans avoir à établir un juste motif de révocation. Donc, si je suis président de votre société, je suis PDG, vous pouvez me demander de partir. Votre assemblée peut voter ma révocation si c'est l'assemblée qui est compétente, sans avoir à établir un juste motif de révocation. Vous trouvez que je ne suis pas assez performant, qu'il y a d'autres dirigeants qui seraient plus intéressants pour votre société. Bon, très bien, mais vous n'avez même pas besoin de l'établir, ça. Simplement, la jurisprudence est venue mettre quelques barrières, quelques encadrements, si vous voulez, à cette révocation ad nutum, cette révocabilité ad nutum. Première limite qui a été posée, c'est une limite qui mérite à peine d'être rappelée parce que c'est le droit commun, mais en pratique on la rencontre, c'est les fautes commises à l'occasion de la révocation engagent la responsabilité de leurs auteurs. Il y a toute une variété de comportements. Par exemple, donc les fautes commises à l'occasion de la révocation engagent la responsabilité de leur auteur. Président Dondero, vous êtes viré.
L'Assemblée vient de le décider. Ben déjà, rien que vous êtes viré, c'est pas très agréable à écouter, devant témoins, enfin rien que ça, c'est déjà, à mon avis, une faute. L'écrire, c'est pire. L'annoncer publiquement, alors on doit même annoncer publiquement que mon mandat a pris fin. Mais si on le fait avec des termes violents, dénigrants, etc., ceux qui le font, la société ou ceux qui agissent pour son compte, vont engager leurs responsabilités. Si je suis brutalisé au moment où je suis révoqué, allez, virez-le et puis récupérez les affaires de la société qu'il a dans son sac. Bon, ce genre de choses, ça engage la responsabilité. Le petit carton qui est posé ou le message posté sur les réseaux sociaux avec le petit carton dans mon bureau, mauvaise surprise pour le président Dondero ou quoi, mais je ne sais même pas que j'ai été révoqué. Ça, c'est des trucs qui pourraient se voir. Ben là aussi, vous engagez votre responsabilité si vous faites ça. Pareil, on l'a déjà évoqué, annoncer une révocation avant qu'elle ait été décidée, c'est pas formidable. Bon, ça, c'est des fautes, tout ça, qui engagent la responsabilité. Là où c'est plus surprenant, c'est que la jurisprudence a ajouté, et on termine là-dessus pour aujourd'hui, la jurisprudence a ajouté une exigence qui est que quand on révoque le dirigeant, même s'il est révocable ad nutum, il faut respecter ce qu'on appelle le principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux dirigeants de présenter les arguments pour lesquels, enfin qui justifient selon lui, qu'on ne le révoque pas. C'est un peu étonnant parce qu'on parle ici, alors déjà ça s'applique à tous les dirigeants, mais quand on parle de dirigeants révocables ad nutum, on parle de dirigeants qu'on peut révoquer sans juste motif. Ben, il faut quand même permettre aux dirigeants de venir présenter devant l'organe compétent pour le révoquer, de venir présenter sa défense et d'expliquer pourquoi il ne faut pas révoquer ce dirigeant. S'il ne le fait pas, ce n'est pas une cause de nullité de la révocation, mais c'est là aussi une cause d'engagement, il peut demander des dommages et intérêts à la société. On a quasiment terminé les dirigeants, on reprend et on termine la fois prochaine. Merci, chers amis. Merci à vous aussi.